Khalifa, je suis chef de service de l'OSIP, qui est l'Observatoire du suivi et de l'insertion professionnelle des étudiants de l'Université de Montpellier, mais je suis aussi vice-présidente du réseau SUP et le réseau national des observatoires des établissements d'enseignement supérieur, et j'interviens aujourd'hui au titre de chargée de l'animation du groupe de travail national, le GTARE, Adultes en reprise d'études. Donc, l'objectif de mon intervention, c'est de faire connaître nos pratiques et les pratiques des observatoires et les pratiques du groupe de travail, de manière à partager et à enrichir notre réflexion, puisque nous sommes en pleine réflexion sur les types d'enquêtes que nous devons conduire auprès de ce que nous avons appelé les adultes en reprise d'études. Dans une première partie, je vais vous présenter le contexte d'exploration, c'est-à-dire qui sont les observatoires dans les établissements, leur mission, leur expertise. Dans une deuxième partie, notre réseau SUP, la manière dont il s'organise, ses projets, ses actions. Ensuite, je vous présenterai tous les questionnements de notre groupe de travail, adultes en reprise d'études, comment il est organisé, comment on manie l'évolution et le contexte de la formation tout au long de la vie, ce qu'on caractérise un public en reprise d'études, et puis quelles enquêtes souhaite-t-on faire, pour quelles finalités. Et puis, en dernière partie, pour tomber dans des choses très concrètes, vous présenter quelques chiffres de résultats d'analyse d'une enquête à 6 mois réalisée par l'OFIP de Lyon et d'une enquête à 30 mois, donc on a mené auprès des personnes en formation continue à 30 mois, dans les deux cas auprès des masters. Donc, cette première partie, le contexte d'exploration, qu'est-ce qu'un observatoire d'université? Les observatoires n'existent pas d'une certaine manière, en tout cas n'ont pas de forme juridique, mais chaque établissement d'enseignement supérieur confie à une structure interne la charge de produire des indicateurs concernant les taux de réussite, l'insertion des diplômés, le suivi des étudiants, l'évaluation des enseignements, etc. Dans quel but? Informer l'établissement, la gouvernance, le pilotage, les enseignants, les étudiants et le grand public. Réseau SUP a réalisé une enquête auprès des observatoires, une enquête 2020 qu'on vient juste de dépouiller, et constate que ces observatoires, donc ces structures internes chargées de faire ces travaux, sont rattachés pour un quart au SQOIP, pour un quart au pilotage, pour 35% aux directions des études ou aux services qualité, présidence ou autres, et que 67% de ces observatoires ont plus de 10 années d'existence. Ils travaillent des ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, etc., ayant des formations en statistique, sociologie, démographie. La diversité de rattachement de ces observatoires va impacter la diversité des activités. Mais pour autant, chaque observatoire réalise des enquêtes auprès des étudiants, potentiels étudiants actuels ou anciens. On élabore aussi des indicateurs pour le pilotage de l'établissement et en particulier dans le cadre de l'auto-évaluation HRS. On accompagne aussi les services à la mise en place d'enquêtes, on informe le grand public et on publie des travaux sur Internet. Les thématiques des enquêtes réalisées qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est l'insertion professionnelle, qui est obligatoire à 30 mois et obligatoire à 36 mois pour les docteurs. On est dans la phase de labellisation et certification de ces enquêtes au niveau national. Mais on s'intéresse aussi au parcours de formation, en suivi de cohorte, à l'évaluation des enseignements. Et j'ai noté aussi en gras le public formation continue, 37%. Ça veut dire que 37% des observatoires s'intéressent au public formation continue et sont en lien avec leur service de formation continue pour construire des enquêtes relativement à ce public. On participe aussi à des événements en tant qu'observatoire pour présenter les résultats auprès des politiques des établissements, pour intervenir dans des forums et portes ouvertes auprès du public, pour présenter bien évidemment les résultats aux équipes pédagogiques, aux composantes et aux conseils de perfectionnement, c'est les premiers concernés. Mais aussi, on propose ces résultats de manière lisible et visible pour tous les services communs. On partage aussi ces informations-là auprès de partenaires extérieurs, type Pôle emploi et branches professionnelles, et on intervient en direct auprès des étudiants.
On utilise des outils type base de données, des rectorats, des universités, des logiciels de statistique, des logiciels de collecte. Donc, nos partenariats internes, je vous les ai déjà cités, les composantes, direction d'études, service pilotage, formation, etc. Collège doctoral, CFVU, Vidécampus, les communes. Et le SIES, qui est le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec lequel on conventionne pour les enquêtes de suivi à 30 mois auprès des licences pro, des masters, des DUT, et pour le suivi à 36 mois concernant les docteurs. Ça veut dire que depuis plus de 10 ans, tous les ans, les observatoires conduisent des enquêtes de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés et publient des données quantitatives et qualitatives au-delà des périmètres souhaités par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a aussi des partenariats externes régionaux, le rectorat, ville, etc. Et un partenariat de choix qui mutualise, valorise, optimise et développe les liens interinstitutionnels, qui est Réseau Sup, que certains connaissent peut-être déjà. Donc, je vais maintenant faire un zoom sur Réseau Sup pour venir ensuite à la présentation des travaux de notre groupe de travail. Donc, c'est un réseau national qui est créé en association, qui existe depuis 2006 pour promouvoir les structures d'études au sein des établissements. Quand on travaille dans un observatoire, on est très seul dans un établissement parce qu'on est unique, comme un service qualité. Et encore, on a quelques partenaires qui peuvent travailler dans les composantes sur les enquêtes de suivi à 6 ou 18 mois. On a un nombre important dans Réseau Sup d'établissements représentés et 3 axes stratégiques. Mettre l'expertise du réseau au service de l'enseignement supérieur. On est en lien avec l'OVE national, l'ONICEP, donc le SIES, le CEREC, la CPU, le réseau Courroie, qui est le réseau des SCUO, le réseau relié, donc aujourd'hui, mais aussi avec l'AMU ou les inspecteurs de l'enseignement supérieur. On a un axe stratégique qui est d'améliorer la visibilité des observatoires et de leurs travaux, la dimension de la certification, il y a des ateliers qualité, l'appropriation des résultats par la communauté, et donc cette enquête qui sont les observatoires en 2020. Et puis enfin, capitaliser les savoir-faire et accompagner la montée en compétences des observatoires par les échanges de pratiques. C'est un axe dont j'ai la responsabilité au sein de Réseau Sup. Je vous donne des exemples. On fait de la veille documentaire et juridique, on participe à des groupes de réflexion au niveau national, on met en place des groupes de travail internes qui aboutissent à la production de cahiers méthodologiques qui sont publics sur le réseau de Réseau Sup. On développe et partage des outils méthodologiques, on organise des journées professionnelles et des webcafés, on s'est adapté à la situation, on a fait des webcafés thématiques, en particulier un sur l'évolution de l'évaluation des enseignements en intégrant des éléments d'hybridation. Donc, participent à ces webcafés tous les gens des observatoires en France qui travaillent sur ces thématiques pour mutualiser leur manière de faire, leur questionnement. Et puis, on soutient l'organisation des Journées nationales des observatoires qui avaient lieu tous les ans jusqu'en 2018. Un petit focus sur les groupes de travail. Un groupe de travail a travaillé sur la vulnérabilité étudiante. Ça s'est clôturé en 2016. Il y a une publication de cahier Réseau Sup. Vous pouvez y avoir accès. Si vous souhaitez connaître ce que c'est que la vulnérabilité étudiante, il y a eu des indicateurs approfondis sur cette thématique. Mais aussi un groupe de travail sur l'évaluation de la qualité du stage par l'étudiant, qui a été fait en partenariat avec le réseau Courroie et Jurisup, et qui a été l'occasion aussi de la production d'un cahier qui est à disposition sur le site de Réseau Sup. En cours, on a un groupe de travail sur l'évaluation des formations, l'évaluation des enseignements, et le groupe de travail adulte en reprise d'études dont j'effectue l'animation et que je vais vous présenter maintenant puisque c'est la thématique de mon intervention. Donc, ce groupe de travail, c'est d'abord appelé groupe de travail formation continue et on l'a dénommé pour le renommer adulte en reprise d'études. Je vais donc vous présenter le projet, le contexte, quel public et quelles enquêtes pour quelle finalité.
On s'est rendu compte que la reprise d'études, c'est un champ peu exploré, que certains services de formation continue sollicitent les observatoires pour réaliser les enquêtes. Par ailleurs, la réforme de la formation tout au long de la vie mobilise beaucoup les services de formation continue. C'est aussi la raison pour laquelle ils nous sollicitent. Et les enquêtes de suivi de l'insertion professionnelle qu'on réalise ne correspondent pas totalement aux attentes des services et des publics en reprise d'études. 9 observatoires sont engagés dans ces travaux et notre objectif, c'est de produire un cahier méthodologique qui facilite la réalisation d'enquêtes auprès de ce public quand un observatoire et son service de formation continue veulent s'emparer de ces questions. Nos objectifs, c'est de clarifier quels sont les publics, présenter les contextes, apporter des éléments de réflexion et de littérature sur ce sujet et poser des axes d'études, créer une questiothèque et apporter un soutien méthodologique. On est dans des considérations très concrètes et éviter que chaque acteur d'un observatoire qui se dit « tiens, j'ai envie d'interroger » ou un personnel de service formation continue « j'ai envie d'interroger mon public formation continue pour savoir ce qu'il devient ou pourquoi il est venu en formation continue », on a déjà commencé à réfléchir sur le sujet et c'est un premier document duquel on peut s'inspirer pour commencer à travailler. Bon, il n'est pas encore créé, mais il est en phase de développement. On chemine sur cette question. Le contexte de la FTLV, dont je vous ai mis en bref, le bref CEREC numéro 396, qui s'est interrogé à la reprise d'études en début de vie active. C'est intéressant, les questions qui sont posées, la durée de la césure, pourquoi on reprend à tout niveau d'études de manière de plus en plus fréquente, qui montre le chemin FTLV finalement, et puis quels sont les motifs pour lesquels les personnes viennent reprendre des études après une courte période, soit d'emploi précaire, soit de chômage. Voilà, toutes ces questions-là sont d'actualité et la FTLV s'est préparée à la mobilité professionnelle. Donc, les objectifs d'un observatoire, c'est de regarder quels sont les besoins, quels sont les apports, de manière à pouvoir nourrir la réflexion des organismes qui forment et en particulier nos services formation continue. Donc, j'ai juste mis quelques éléments sur la loi liberté pour choisir son avenir professionnel, mais elle a déjà été abordée dans les présentations précédentes. En gros, on veut une nouvelle société de compétences. Il y a une nouvelle organisation du financement que je ne détaillerai pas forcément, une nouvelle définition des actions qui entrent dans le champ de formation et une refonte du système de régulation des diplômes et des titres par le biais de France Compétences qui bouscule, comme on l'a vu par les interventions précédentes, la posture et la visibilité des formations universitaires. Donc, l'individu, dans le contexte FTLV, est au cœur du système, le compte personnel de formation, les obligations de formation, le conseiller en évolution professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois des compétences pour les grandes structures. On simplifie, on centralise la collecte de contributions. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais en tout cas, les OPCA deviennent des OPCO, organismes paritaires collecteurs. Il y a des obligations des organismes de formation. On a cité un RNCP, CQP, DataDoc, labellisation, certification Calliope. Pour les établissements d'enseignement supérieur, ils sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification qualité en raison de leur accréditation, HRS-CTI, mais et la conférence annuelle entre France Compétences et HRS-CTI concourra à mettre en œuvre des critères de qualité. Donc, effectivement, le calendrier a bougé au 1er janvier 2022. L'exemption de certification, cependant, impose aux établissements d'enseignement supérieur d'être en mesure de répondre aux exigences de qualité et au contrôle des organismes financeurs selon les mêmes critères que tous les autres organismes de formation pour les actions concourant au développement des compétences. Et du coup, les établissements doivent rester engagés dans le dispositif qualité. D'un côté, on leur donne le label, mais d'un autre côté, ils peuvent être contrôlés sur ces critères de qualité. Donc, de fait, la mise en œuvre de la qualité est à faire dans les certifications qui ont déjà été développées dans les présentations précédentes. Dans ces textes de référence, il y a le public. Qu'est-ce qu'un public en reprise d'études?
Donc, il y a la formation professionnelle initiale dont l'apprentissage, on parle d'étudiants et d'apprentis, ou la reprise d'études ou la formation professionnelle continue, on parle d'adultes et de jeunes déjà engagés dans la vie active. La validation des acquis de l'expérience, personnes engagées dans la vie active. Donc, on a 3 répartitions de public, en gros. Et les questions que se pose le groupe de travail ARE, c'est la durée d'engagement dans la vie active avant la reprise d'études, des jeunes et des moins jeunes qui ont été à un moment inactifs, ils sont partis en voyage, ils ont éduqué leurs enfants, et puis la variation de l'âge limite pour être apprenti selon les régions. Quand on a travaillé en sous-groupe, dans notre groupe, sur comment les établissements qualifiaient leurs adultes en reprise d'études, inscrits stagiaires de la formation continue, inscrits stagiaires contrat de qualif, inscrits apprentis, on s'est rendu compte que chaque université avait sa manière de classer les gens. Certains même étaient des vieux étudiants qu'on inscrivait directement en formation initiale parce qu'ils n'avaient pas de financement particulier et que finalement, pour les établissements, c'est impossible de savoir quel est le volume d'adultes en reprise d'études réellement parce que les frontières de qualification de cet adulte en reprise d'études sont floues. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis rendu compte que la formation tout au long de la vie, ça existait, puisque finalement, on n'arrive pas à faire la frontière nette entre un étudiant de formation initiale et un adulte en reprise d'études. Et que voilà, c'était le témoignage, cette inopérationnalité des critères de qualification des publics, c'était un témoignage de formation tout au long de la vie. Néanmoins, il faut bien poser un arbitraire, comme vous l'avez posé, Monsieur Odon, sur la notion de compétence. On a décidé qu'on allait poser un arbitraire et choisir un adulte en reprise d'études, c'est quelqu'un qui a interrompu ses études depuis plus de 2 ans et qui s'inscrit dans une formation diplômante de l'enseignement supérieur, puisqu'on est au sein de l'enseignement supérieur. On présentera néanmoins la manière dont les différentes entreprises, universités caractérisent le public d'adultes en reprise d'études avec les variables, etc., puisque nos cahiers méthodologiques sont très concrets. Ensuite, quelles enquêtes pour quelle finalité? Qui est intéressé? Bien sûr, les services formation continue pour déployer l'offre auprès du public. Bien sûr, les formations continues parce qu'elles émargent aux demandes des organismes, enfin, elles émargent aux organismes financeurs et donc doivent répondre à leurs demandes. Et en général, on veut tout savoir, comment se passe l'accueil, combien de temps il a attendu, quelle publicité on a fait sur la formation, qu'est-ce qu'on lui propose au sein dans le cours de la formation, comment on le suit, à quelle temporalité, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut passer quasiment autant de temps à faire la formation qu'à suivre tous ces éléments qui qualifient et caractérisent la formation. Et bien sûr, l'établissement est concerné puisque au sein de la structure, qu'est-ce que ça veut dire le continuum FTLV? On a abordé aussi des thématiques, l'insertion professionnelle pour les personnes en retour à l'emploi, l'évolution professionnelle pour les actifs en emploi, la qualité des emplois occupés, l'adéquation emploi-formation pour justifier du bon usage des fonds. On recherche des éléments factuels, descriptifs, statistiques. On a recueilli de nos services formation continue toutes les questions des régions qui financent des formations pour savoir un peu ce qu'il en est. Et on réfléchit à ce sujet. Est-il utile de fournir uniquement des données validant la démarche adéquationniste formation-emploi, qui est un vœu pieux, perpétuel et perpétuellement renouvelé? Pour nous, ce n'est pas suffisant. Il est important de connaître des éléments d'évolution personnelle et professionnelle, d'accomplissement des aspirations personnelles, augmentation de l'estime de soi, promotion sociale, meilleure rémunération, pour faire valoir ces éléments-là comme éléments d'efficacité de la formation et pas uniquement la dimension adéquation emploi-formation. Il est important aussi de pouvoir évaluer la charge de la reprise d'études dans le contexte personnel, les besoins complémentaires de formation après la formation, de manière à garder, comme vous l'avez dit à Grenoble, vous gardez le lien le plus possible avec les diplômés de licence pro pour pouvoir adapter de la formation continue par thématique, et ça c'est intéressant, et bien évidemment
d'autres thématiques en cours de réflexion et là, vos propositions sont bienvenues tout autant que vos questions. On explore la littérature, en particulier sur les motivations des adultes à la reprise d'études. Les universités de Louvain ont travaillé là-dessus, sur les motifs, les moteurs. On ne va pas réinventer des dispositifs d'enquête à valider en recherche. On s'appuie vraiment sur les recherches en sciences sociales pour utiliser les questions, les questionnaires tels qu'ils ont été faits et reprendre comme ça des modules de questions. On propose une méthodologie d'enquête et d'indicateurs qualifiés qui ont été donc validés. On développe des questions qui concernent les appréciations subjectives des personnes, la perception du diplômé sur sa situation. Est-ce que je considère que ma rémunération a évolué? Est-ce que je considère que j'ai augmenté mon estime de moi et je ne vais pas simplement savoir à vérifier, chercher à vérifier s'il gagne plus objectivement à tel moment de sa vie ou à tel autre moment de sa vie. On propose de la temporalité d'enquête et des chronogrammes et une questiothèque avec le tronc commun des enquêtes ministères et la possibilité de développer des bulles, des modules pour les observatoires ou les établissements qui souhaitent poser ces questions à minima. Utilisation aussi des enquêtes type suivi de cohorte qu'on développe. Pardon, je vais revenir à la page précédente. Et puis, des questions qu'on a étayées, relayées, qui peuvent venir de différents services formation continue. Le cahier méthodologique ayant pour objectif, comme je vous l'ai dit, de s'emparer rapidement d'un thème, d'en embrasser la complexité et de pouvoir commencer à travailler rapidement sur ce sujet. Sur cette troisième partie, je vais vous présenter des choses plus concrètes sur, d'une part, donc les enquêtes à 6 mois de Lyon et les enquêtes à 30 mois qu'on réalise auprès des masters. Vous trouverez sur le site de nos observatoires, j'ai mis le lien vers le site sur la première page, toutes les informations et de suivi qu'on réalise auprès des anciens. On a des indicateurs à Montpellier qu'on appelle IP Scanner, des indicateurs d'insertion, de pérennité de l'emploi, de notes de satisfaction posées par le diplômé sur l'adéquation entre son projet pro et l'emploi occupé, une note de cohérence avec le master qu'il a réalisé, une employabilité, le nombre de mois en activité sur les 30 mois après le diplôme, un niveau d'emploi, est-ce qu'il est cadre, ingénieur ou pas, une rémunération nette moyenne mensuelle, et la région dans laquelle s'exerce cet emploi. Et on se rend compte, on a fait une fiche spéciale formation continue, en prenant non pas les adultes en reprise d'études, mais bien les stagiaires de formation continue. Et on se rend compte que ces IP scanners sont significativement meilleurs pour les stagiaires de FC, mais les emplois sont plus, enfin, effectivement, les emplois sont plus pérennes, mieux rémunérés, avec plus de responsabilités et plus nombreux en région, mais on sait que le public formation continue, c'est un public qui est en emploi, même s'il est en CIF ou en plan de formation. Donc, tout ça est tout à fait normal. Mais c'est intéressant de le noter quand même et de le voir très concrètement au niveau d'un établissement. Ensuite, on a exploré les grands motifs de reprise d'études. Pourquoi vous avez repris des études? La reconversion, je veux me réorienter, me reconvertir, acquérir de nouvelles compétences, ou bien j'ai besoin de mettre de la cohérence entre mon emploi, mes compétences et mon diplôme. On a des retours qualitatifs de gens qui disent « ça m'a permis d'ordonner ce que je sais, de ranger ce que je sais et de compléter par des éléments théoriques ce que je savais de manière empirique ». Et pour certains, les 25% de chômeurs qui s'inscrivent en formation continue, et bien évidemment accéder à l'emploi ou créer leur entreprise, être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Ensuite, sur l'Université de Lyon 3 qui a fait une enquête à 6 mois, l'objectif des auditeurs au moment de leur inscription, c'était d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, d'obtenir de nouvelles responsabilités, de construire un nouveau projet professionnel, de développer et d'enrichir leur réseau, d'obtenir une augmentation salariale, un nouvel emploi, accéder à une autre formation, préserver son emploi. L'impact sur la reprise d'études, donc ça c'est pour les étudiants, les diplômés master de l'UM, j'ai changé de fonction,
mon activité me convient mieux, j'ai renforcé ma culture générale, je me suis épanouie, j'ai trouvé un emploi, je suis mieux rémunérée, j'ai changé de secteur d'activité, c'est ce que je souhaitais, j'ai changé d'établissement d'emploi, c'est ce que je souhaitais. Parce qu'évidemment, les indicateurs entre continuité et progression ou bien rupture avec l'emploi précédent, les indicateurs ne sont pas forcément les mêmes. Les évolutions perçues par les diplômés de master de Lyon 3 6 mois après, l'obtention du master a favorisé mon évolution professionnelle, j'ai plus de responsabilités, j'ai augmenté mon employabilité, mon salaire, j'ai plus d'autonomie, la localisation me convient mieux, le type de contrat me convient mieux. L'objectif du cahier méthodologique, c'est aussi de montrer que pour ce public en particulier, faire des enquêtes à pluritemporalité, c'est important. Du coup, c'est une grosse machine, c'est-à-dire qu'il faut étudier pourquoi la personne est entrée en formation continue, au-delà de sa lettre de motivation, parce que souvent, elle est orientée pour pouvoir entrer en formation continue. Une fois qu'on est entré, pourquoi je suis là? Ensuite, je vais vivre la formation. À la fin, je vais avoir une évaluation à chaud. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Et puis, je vais faire partie des enquêtes de suivi à 18 mois, à 30 mois, à 5 ans. Et éventuellement, je vais faire partie d'un suivi de cohorte important qui me permettra en échange de bénéficier de modules complémentaires de formation ou autres. Tout est à inventer dans ce domaine-là. Là, pour l'instant, donc cette enquête à pluritemporalité de Lyon 3 montre que les auditeurs qui poursuivaient l'objectif d'acquérir de nouvelles compétences à 98%, ils sont 72% à dire « j'ai acquis de nouvelles compétences » et 26% c'est partiellement atteint ou d'autres non atteints 6 mois après. Pour ceux qui disaient « je suis là pour construire un nouveau projet professionnel », près de la moitié des auditeurs disent l'avoir atteint, mais pour l'autre, ce n'est encore que partiel. Ça permet ensuite éventuellement d'approfondir par des entretiens si le service formation continue le souhaite pour savoir ce qui manque, pour comprendre ce qu'on doit faire évoluer dans la formation, en tout cas auprès de ces publics. 43% disaient « je vais obtenir un nouvel emploi », ils sont 47% à l'avoir atteint, 23% partiellement et 30% pas du tout, etc., etc. 80% voulaient développer ou enrichir leur réseau, ils sont 53% à l'avoir fait partiellement. 82% voulaient obtenir de nouvelles responsabilités, 36% seulement l'ont fait, en vert. 64% une augmentation salariale, 33% seulement l'ont eu, 27% espèrent la gagner et 40% n'ont toujours pas obtenu d'augmentation. Voilà, ces éléments-là qui sont des petits flashs sur les enquêtes qu'on peut mener vous montrent ce qu'on peut réaliser. En conclusion, les acteurs des observatoires développent des thématiques dans le courant de l'évolution des dispositifs. Par exemple, sur les compétences, je fais juste un petit aparté là-dessus. On fait un travail approfondi sur les compétences à l'Université de Montpellier. Au niveau de la licence, on va travailler avec les responsables de formation, on va travailler la catégorisation des compétences. Une réflexion pour les pairs et les compères, dont le réseau Relier fait partie, et bien sûr une ouverture vers vos questions qui nous permettront de faire évoluer les travaux de ce groupe tout de suite maintenant. Je vous remercie.